Bonjour Alain Bantéjac, président de la Fabrique de l'Exportation. Bonjour Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Compagnie. Vous avez présenté lors de cette université d'été de l'internationalisation des entreprises les principaux résultats d'une étude que vous avez menée sur l'impact des chocs géopolitiques, géoéconomiques que nous traversons actuellement sur les entreprises françaises. 400 entreprises ont été interrogées là-dessus. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi avoir eu envie de faire ce sondage ? En fait, le bruit ambiant média était plutôt de dire tout ça, c'est quand même une spirale assez catastrophique. Et nous, on a voulu l'objectiver. Faire une étude quantitative, c'était être capable d'objectiver réellement ce que vivait le tissu des entreprises françaises. Donc le sondage, vous le rappeliez, 400 entreprises, toutes catégories, grands groupes, petits groupes, PME, ETI ont répondu. Et d'ailleurs, 75% de ces entreprises, 75% de leur chiffre d'affaires est fait à l'international. D'accord. Et 58% d'entre elles font d'ailleurs plus de 50% de leur activité à l'international. Donc notre idée était de donner un regard quantitatif lors de ces universités sur finalement comment l'accélération des chocs depuis 2 mois, puisqu'on a fait cette étude sur le mois de mai et de juin, était vécue par les chefs d'entreprise. Donc le choc du Moyen-Orient, c'était effectivement déjà bien produit. On est en plein dans le choc du Moyen-Orient. Quels sont les résultats qui sont sortis et qui vous ont frappé, à tous les deux ? Peut-être pour commencer, Gilles Bonenfant ? Déjà, 67% de ces entreprises ont des perspectives de développement à l'international fortes ou très fortes. Donc, c'est-à-dire que malgré les chocs, alors on venait de parler du choc de la guerre au Moyen-Orient, mais des chocs, des barrières douanières, depuis un certain nombre d'années, ça s'accélère, de la guerre en Ukraine, et finalement 76% d'entre elles considèrent qu'elles, de façon forte, 16, considèrent qu'elles doivent se développer à l'international. Après, on a demandé quelles sont les zones d'intérêt. Première, Europe, deuxième, Asie, troisième, Amérique, et là, il y a eu un changement par rapport à d'autres enquêtes qu'on peut faire au début d'année 2026. À l'époque, le Moyen-Orient était sur la 3e marche du podium, et visiblement, éclairage de mai-juin, le Moyen-Orient descend du podium. Autre enseignement, tous ces mouvements, ces contingences nouvelles géopolitiques impactent quand même pour 75% les chefs d'entreprise, donc c'est intéressant de se rendre compte que ça a impacté. Pour autant, ils affirment ou ils continuent cette volonté de stratégie internationale avec probablement des reports entre les zones où ils sont, ou les produits, ou les accords qui pourraient avoir passé. 65% d'entre eux, d'ailleurs, considèrent que la concurrence est de plus en plus forte à l'international, avec 3 pays en tête, la Chine en premier pour 45%, les USA 37%, et l'Allemagne, intéressant comme éclairage également, pour 23% d'entre elles. 42%, je vais arrêter sur les statistiques parce qu'il y en a beaucoup, mais 42% de ces chefs d'entreprise considèrent que finalement ce mouvement géopolitique crée aussi des opportunités pour chacune d'entre elles. D'accord. Alain Bantéjac, ces chiffres vous ont frappé vous aussi ? Oui, ce qui est frappant, 2 chiffres m'ont frappé en fait, en réalité, c'est le premier qui dit que 75%, c'est 2 fois 75%. La première fois, c'est que 75% des entrepreneurs interrogés disent qu'ils sont impactés défavorablement par le contexte économique, enfin géopolitique et géoéconomique, et qu'en même temps, question plus loin, 75% n'envisagent pas pour autant de changer de stratégie internationale. Mais quand on va un peu plus loin, on voit aussi que même s'ils disent ne pas vouloir changer de stratégie internationale, ils disent quand même qu'ils vont probablement modifier leur chaîne de valeur, qu'ils vont probablement modifier leur pays cible, qu'ils vont aussi probablement se couvrir contre certains risques, etc. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas réellement un changement radical de stratégie lié à tous ces événements qui ont bouleversé un petit peu le contexte, mais qu'il y a quand même une adaptation assez forte dans les entreprises qui finalement s'adaptent, continuent à vouloir, comme le disait Gilles, continuent à vouloir se développer à l'international, modifient un petit peu leur cible, modifient un peu leur stratégie, modifient certainement leurs produits, leur marché cible, mais restent déterminés à avancer. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant à noter. Il n'y a pas de bouleversement de stratégie, il n'y a pas de rejet ou d'arrêt du développement lié à tous ces risques. Il y a une confiance dans l'international pour se développer. Oui, c'est ça. C'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut effectivement lire, faire la une des médias, etc. etc. Du coup, quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ? Ça veut dire qu'il faut continuer
à prêcher pour le développement international, les aider, les accompagner? Comment Oui, je pense qu'il faut vraiment continuer. On voit bien qu'il y a une volonté, il y a une volonté de Ouais. continuer à faire de l'international. Et même d'ailleurs, il y avait une question où on comparait les perspectives de développement en France et les perspectives de développement à l'international. Et on voyait que les perspectives de développement en international étaient plus importantes que les perspectives en France. Donc il y a une volonté de continuer, donc il faut les accompagner, il faut continuer à les accompagner, à les aider aussi à couvrir leurs risques, à mieux apprécier les potentiels des différents marchés et aller de l'avant. De toute façon, c'est comme ça aussi qu'on va progresser. Et je pense on a l'impression vraiment que les chefs d'entreprise sont sur cette ligne-là. Je disais tout à l'heure un podium des zones. Oui. C'est intéressant, c'est de voir depuis quelques années à quel point l'Europe, qui a un marché à nos portes, devient de plus en plus sur la plus haute marche du podium pour ces entreprises pour se développer à l'international et pas forcément toujours le grand export et le grand international. Ouais. C'était peut-être un oublié à un moment donné de nos entreprises sur le territoire, d'aller se développer vrai. aussi sur des frontières un peu plus proches où finalement le libre-échange est différent, les règles de commerce sont différentes, la monnaie pour une part est la même. Ce contraste entre les perspectives sur le marché national et les perspectives à l'international, c'est quand même étonnant parce que la crise qu'on vient de vivre, elle a entraîné partout des bouleversements, l'inflation, les pénuries de pétrole dans certains pays émergents, etc. etc. C'est quand même, vous ne trouvez pas ça étonnant quand même que, mine de rien, ça change rien Enfin, ça change rien. On ne peut pas dire que ça change rien. Ça ne change pas la stratégie d'ensemble des entreprises qui continuent à vouloir faire, grosso modo, le même développement international, mais les modalités changent quand même. Donc elles s'adaptent. Elles restent. notamment les chaînes de valeur. Voilà. Mais je trouve que c'est plutôt rassurant, au contraire. Ça prouve qu'il n'y a pas d'esprit de repli ou de défaite, quoi. Donc c'est plutôt bon signe de mon point de vue. Puis après, quand on regarde la croissance attendue dans certaines zones du monde, les chefs d'entreprise sont pragmatiques, ils vont aussi chercher la croissance là où elle est. Ouais. Donc finalement, comme le dit Alain à l'instant, tout ce chamboulement qu'on vit ne freine pas cet élan, amène à le repositionner, mais dans l'équilibre d'une entreprise française, l'international a une part significative. Je vais terminer par une dernière question. Là, je vous ai posé des questions sur les résultats qui vous ont frappé et ceux qui vous ont déçus ou surpris. Est-ce qu'il y a eu des résultats dans ce sondage qui vous ont surpris ou déçus? Moi, ce qui m'a surpris un peu, c'est que je pensais que les entreprises allaient mettre plus l'accent sur la couverture des risques, Ah, sur, par exemple, les garanties d'assurance crédit, surtout, comme on est dans une période où on voit une renaissance du risque politique, quand même. Oui, bien sûr. C'est quand même une constatation évidente. Et d'après l'échantillon qui a répondu, on ne sent pas une volonté particulière de se couvrir contre ces risques-là, etc. Donc moi, ça m'a un peu surpris. Les approches restent finalement relativement traditionnelles et relativement constantes. d'accord. Peut-être qu'elles ont déjà. Peut-être, Ouais. peut-être. Mais quand on a fait aussi une question sur le recours justement aux différents systèmes de soutien qui existent. Donc, et on voit que parmi nos répondants, il y a à peu près 30% qui disent avoir recours à un système, quel qu'il soit. Ouais. Et effectivement, BPI France vient en premier dans la liste. Et BPI France, c'est pas seulement, mais c'est en partie aussi l'assurance crédit. Donc c'est peut-être ce phénomène-là, je ne sais pas. C'est surprenant quand même, c'est de voir à quel point l'ensemble des dispositifs qui existent, BPI, CCI, CCIF et CCE, enfin l'ensemble des dispositifs d'accompagnement est peu utilisé par un certain nombre des répondants par rapport finalement à leur réseau professionnel, à leur réseau d'alumni, à leur réseau sectoriel. Et ça c'est intéressant à regarder parce que ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel d'accompagnement plus long et plus large d'un certain nombre d'entreprises. C'est encore plus vrai pour des TPE et des PME que sur des grands groupes, mais c'est quand même intéressant de regarder finalement l'ensemble du dispositif qui est construit pour développer l'international, à quel point il est encore pas suffisamment utilisé, je le dirais comme ça. Bon, votre étude dit le contraire, mais il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont un peu, en tout cas attentistes par les temps qui courent. D'ailleurs, l'Europe peut être considérée comme une zone de repli. Elles sont un peu frileuses. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire sur il faut y aller, il faut attendre? Alors, je pense qu'il faut y aller, mais être peut-être plus sélectif il faut être sélectif et il faut être capable d'y aller et aussi de changer de stratégie assez vite. Ouais. Moi, ce qui me frappe, par exemple, pour prendre un exemple
tout récent. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont développées fortement sur les pays du Golfe. Bon, aujourd'hui, il y a une période un peu plus difficile. Il faut être capable de lever le pied, éventuellement pendant quelques temps, d'aller dans une autre destination. Donc je pense qu'il faut continuer à se développer. Le monde est vaste, le potentiel est énorme, mais il faut être flexible. Puis il faut regarder ce que font nos concurrents européens. Enfin, je veux dire à quel point l'Italie se développe à l'international. Donc les Italiens sont présents partout. Il faut qu'on trouve une façon d'y être avec probablement, comme le dit Alain, une capacité de repli ou une capacité de pause ou une capacité d'avoir des vrais partenaires locaux parce que c'est une autre façon de se développer à l'international, mais surtout pas de repli. Sur l'Europe, c'est pas du repli. Moi, je pense que c'est une action très volontariste et qui était un peu oubliée. On allait chercher des marchés très loin alors qu'il y a des marchés à nos frontières qui valent également le faire. Il y a 450 millions d'habitants qui consomment, il y a matière à faire du commerce. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci madame.